agents intelligents et leur environnement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un agent? Un agent, c'est une entité qui va interagir avec son environnement. Alors, il va interagir via des capteurs qui vont lui donner de l'information sur le monde qui l'entoure, et des actionnaires qui vont lui permettre d'agir sur le monde, sur son environnement. Par ailleurs, cet agent, il va avoir un certain objectif à atteindre, et va avoir des stratégies pour atteindre cet objectif en utilisant ses capteurs et ses actionnaires. Alors, par exemple, un aspirateur robot, c'est un agent. C'est un agent, il a bien un objectif, alors l'objectif qu'on lui a donné, bien sûr, de nettoyer la pièce sans tout casser, et puis il a aussi des stratégies. Il va par exemple cartographier la pièce pour savoir où aller, il va déterminer peut-être des forces d'aspiration qui dépendent du matériau sur lequel il se trouve, etc. Pour pouvoir mettre tout ça en place, il a des capteurs, un GPS, des caméras, peut-être un détecteur de matériaux, et puis des actionneurs, donc il a des roues, un moteur pour aspirer, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont des agents. Tous les robots donc sont des agents, mais nous sommes des agents. Si on considère simplement ses propriétés d'avoir la capacité d'interagir avec son environnement et d'avoir des objectifs et des stratégies, et puis on pourrait même dire qu'une institution est un agent. Donc un agent, c'est quelque chose de très général, mais qui va nous permettre ensuite de parler d'intelligence artificielle en ayant en tête qui a ces propriétés-là pour les intelligences artificielles. Alors on peut se poser la question de quand est-ce qu'un agent est intelligent. Alors d'abord c'est un continuum, c'est-à-dire qu'un agent n'est pas soit intelligent, soit pas intelligent, il peut être plus ou moins intelligent, et la principale chose qu'on va regarder pour voir si un agent est intelligent, c'est à quel point il est efficace pour remplir son objectif. On va bien sûr aussi regarder la complexité de l'objectif et la complexité de l'environnement. Un robot aspirateur, même s'il est très efficace pour remplir son objectif, c'est peut-être pas comparable avec par exemple une voiture autonome. Et alors justement, comparons deux types d'intelligence artificielle, deux types d'agents intelligents. Ici, on va s'intéresser à une intelligence artificielle, par exemple, capable de jouer au jeu de Go, et on va regarder aussi une intelligence artificielle capable de conduire une voiture autonome. Et on va essayer de catégoriser un peu les environnements. D'abord, quand on a une intelligence artificielle qui est en train de jouer au Go, elle est dans un environnement qui est entièrement observable. Effectivement, elle voit tout ce qui se passe sur le plateau, elle voit tous les pions, tous les coups qui ont été joués, etc. Tandis qu'une voiture autonome n'a un environnement que partiellement observable. Elle va donc devoir faire des inférences sur ce qui va se passer peut-être à la fin du virage. Une intelligence artificielle qui joue au jeu de Go a un système d'action discret, c'est-à-dire qu'il peut mettre son pion sur la case A ou sur la case B, mais pas quelque part entre les deux. C'est évidemment pas le cas pour une voiture autonome qui peut aller plus ou moins vite, qui peut tourner plus ou moins à droite, etc. Une intelligence artificielle qui joue au jeu de Go évolue dans un monde qui est déterministe, avec des règles. Elle sait que si elle joue tel pion sur telle case, il se passera telle chose. Les résultats sont pas prédictibles, au contraire, dans un environnement du type de l'environnement réel d'une voiture autonome. L'environnement d'un jeu de Go est stable. On peut prendre son temps pour choisir son action, l'environnement va pas se mettre à bouger, les choses vont pas changer. L'environnement réel d'une voiture autonome est dynamique. On va pouvoir mesurer, dans le cas d'un jeu de Go et d'une intelligence artificielle qui joue au Go, à chaque coup, on va pouvoir mesurer à quel point on s'est rapproché de notre objectif, qui probablement est de gagner. C'est pas le cas pour une voiture autonome. On peut pas tous les 3 mètres se demander si on s'est rapproché de notre objectif, ou pas aussi clairement que ça. Il va falloir attendre d'être arrivé à bon port pour savoir si effectivement on est bien arrivé, sans causer d'accident, dans un temps raisonnable, etc. Enfin, on n'a pas le même nombre de personnes à prendre en compte, ou d'entités à prendre en compte. Pour un jeu de Go, il y a 2 agents. Dans le cas d'une voiture autonome qui conduit, il y a de multiples agents. Il y a évidemment les autres voitures, mais il y a aussi les vaches qui peuvent arriver sur la route, etc. Alors on voit bien que pour l'instant, on est très bon sur créer des agents artificiels capables d'évoluer dans des environnements du type de l'environnement jeu de Go. D'ailleurs, les jeux de Go, les intelligences artificielles qui jouent aux jeux de Go sont meilleures que les humains actuellement. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de faire des agents qui évoluent dans des environnements plus dynamiques, moins prédictibles, etc.
Parmi les agents intelligents, et parmi les méthodes qui nous permettent d'obtenir des agents particulièrement intelligents, il y a le machine learning. Donc on va reprendre un petit moment pour réexpliquer un peu en quoi ça consiste, en comparant. Donc d'abord, si on écrit un algorithme qui n'est pas en machine learning, on va détailler, on va dire par exemple, voilà, j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée, donc tu pars d'ici, tu avances, si tu n'as personne devant toi, tu continues tout droit, sinon tu iras à gauche, mais si tu n'as personne devant toi, tu vas tout droit, puis à la première à gauche, tu tourneras, tu attendras au feu, dès que le feu est vert, tu passes, puis etc. Et donc on va lui donner comme ça tout le chemin pour arriver à destination. Dans le cas d'un optimiseur, ce qu'on va faire, et dans le cas du machine learning, donc c'est qu'on va à nouveau avoir un point de départ, un point d'arrivée, et on va lui donner un objectif. On va dire, ok, ton objectif, c'est de partir du point de départ, d'arriver au point d'arrivée, écris tous les programmes, regarde parmi tous les programmes qui font ça, trouve des programmes qui font ça vite et bien, en très gros. On reparlera de l'objectif à donner à ce machine learning. Mais donc, notre programme va tester des programmes, il va se programmer lui-même, d'une certaine manière, il va programmer d'autres choses, il va tester un chemin qui passe par là, ou un chemin qui passe par l'extérieur, on n'avait pas forcément pensé. Donc il va pouvoir tester plein de programmes, dont certains qu'on n'avait pas forcément envisagés, et parmi tous ces programmes, sélectionner celui qui remplit le mieux les objectifs qu'on lui a fixés. C'est-à-dire que déjà on veut qu'il arrive à l'arrivée, mais en plus on veut qu'il y arrive dans certaines conditions de temps ou d'impact sur l'environnement. Et ça change tout, parce que du coup on passe d'un paradigme où il fallait trouver nous-mêmes la solution à un paradigme où on doit simplement vérifier l'information, la solution. Alors, je mets ce simplement entre guillemets parce que vérifier que le machine learning fait bien ce qu'on veut, c'est là que se posent toutes les questions d'alignement. Est-ce qu'il a l'air de faire ce qu'on veut, ou est-ce qu'il fait vraiment ce qu'on veut? Donc évidemment, on va en reparler beaucoup de cette différence et de cette difficulté en réalité à vérifier ce que nous propose les modèles que nous propose le machine learning. Alors, cette fonction objectif, donc comment elle fonctionne? La fonction objectif qu'on donne à notre machine learning en disant ok, teste plein de solutions, et parmi les solutions que tu testes, garde celles qui remplissent tels objectifs. Donc pour avoir une fonction objectif, en fait, ce qu'on fait, c'est que à chaque solution, à chaque programme, on va pouvoir associer un nombre. Ici, à chaque trajet proposé par notre machine learning, on va pouvoir par exemple associer un score d'efficacité. Ici, j'ai représenté ce qu'on pourrait imaginer, l'espace des solutions, le paysage des solutions, donc à chaque point du paysage correspondrait une solution, et ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque point du paysage, on puisse associer un nombre, par exemple sa hauteur. Donc si cette solution, elle serait peut-être meilleure que celle qui est un petit peu plus bas. Et donc ce qu'on demande, en fait, dans le machine learning, c'est ok, teste plein de solutions, et trouve la solution la plus haute. En gros, pour faire simple, pour schématiser. Et donc ce qu'on cherche, c'est effectivement à optimiser, c'est-à-dire à trouver parmi toutes les solutions, tester celles qui rendent la valeur d'arrivée soit la plus grande si c'est une utilité, soit la plus petite si c'est une erreur qu'on veut minimiser. Dans l'apprentissage supervisé, typiquement, ce qu'on regardera, c'est l'erreur qui est commise, on cherchera à la minimiser. Et dans l'apprentissage par renforcement, typiquement, on regardera un score qu'on associe à chaque action, un score qui est composé de récompenses et de punitions, et là on essaiera d'optimiser, de maximiser le score. Alors est-ce qu'il y a forcément une fonction objective dans du machine learning? Eh bien oui, dès lors qu'on demande à notre intelligence artificielle de tester différentes solutions et d'être capable de préférer une solution par rapport à une autre. Et le problème, c'est que une fonction objective, c'est très difficile à expliciter. On va donner quelques exemples de fonctions objectifs. Dans, par exemple, un diagnostic de radiographie, on voudrait donc créer une intelligence artificielle capable de nous faire des diagnostics sur une radiographie, capable donc de nous dire s'il y a un risque de fracture ou pas sur certaines radios, pour aider les médecins dans leur diagnostic. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va lui donner une série de radios et on va lui demander de générer des programmes qui, à partir de ces radios, disent s'il y a ou non une fracture. Et ce qu'on va lui demander, c'est de comparer avec le résultat fourni par des humains et de minimiser l'erreur. L'erreur étant la différence entre ce que les humains avaient vu sur cette radiographie et ce que
le programme voit. Et parmi tous les programmes, donc, on va choisir le programme qui est le moins différent, donc qui a le moins d'erreurs par rapport à ce que les humains ont trouvé. Dans un système de nettoyage, eh bien, la fonction objectif, ça pourrait être la quantité de poussière ramassée. Donc parmi tous les programmes que peut imaginer le robot aspirateur, on va conserver le programme qui ramasse le plus de poussière. Sauf que là, on voit tout de suite que c'est pas du tout un bon programme. On pourrait imaginer par exemple que pour augmenter la quantité de poussière ramassée, le robot ramasse de la poussière, puis la relance, puis la re-ramasse, puis la relance, puis comme ça la quantité de poussière ramassée est maximale. Alors évidemment, on pourrait par exemple demander en plus la propreté de la pièce, ce qui peut poser d'autres problèmes. Voilà. Dans le jeu de Pong, dans une intelligence artificielle qui jouerait au jeu de Pong en jeu vidéo, hein, on pourrait lui demander d'optimiser, de maximiser le score. C'est assez facile à expliciter. Ce qui ne veut pas dire, on l'a déjà vu, que ce soit une bonne fonction objectif et qu'elle soit vraiment alignée avec ce qu'on veut. En fait, des problèmes d'alignement, il y en a potentiellement ici dans tout ça. Par exemple, pour la radiographie, on pourrait imaginer qu'en fait, notre intelligence artificielle apprenne à regarder les contours de la radiographie, qui pourraient être déterminés par l'endroit où la radio a été faite, et peut-être que quand on a un problème plus grave, on va faire des radios plutôt à tel endroit, et qu'elle va utiliser ça comme un prédicteur, et on veut évidemment pas qu'elle utilise ce type d'information comme prédicteur. Bon, on lui a demandé simplement de trouver le programme qui fait le moins d'erreurs. Voilà, ce programme-là fait moins d'erreurs. Pourtant, il fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse.